Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 10 janvier 2026, épisode 542. Au programme aujourd'hui, la double menace qui frappe le secteur financier. Les données 2025 indiquent que 97% des grandes banques américaines et 100% des groupes financiers européens majeurs ont subi au moins une brèche de sécurité via un fournisseur tiers. Parallèlement, les attaques géopolitiques s'intensifient avec des groupes d'activistes pro-russes et la persistance des groupes APT nord-coréens comme Lazarus qui ciblent les infrastructures bancaires internationales. On analyse les vecteurs d'attaque via la supply chain, l'émergence du ransomware indirect et les tendances projetées pour 2026. L'ensemble des sources utilisées pour cet épisode sont disponibles dans la description de celui-ci, ainsi que sur le site www.radiocessort.org. Le secteur financier traverse une période de menaces cyber sans précédent. Les données de 2025 révèlent que 97% des grandes banques américaines et 100% des groupes financiers européens majeurs ont subi au moins une brèche de sécurité via un fournisseur tiers. Cette vulnérabilité, systémique, s'accompagne d'une intensification des attaques géopolitiques illustrées par l'offensive du groupe activiste pro-russe NoName 057 contre la banque postale, la Poste, en décembre 2025. Parallèlement, les groupes APT nord-coréens comme Lazarus continuent de cibler les infrastructures bancaires internationales pour financer le régime de Pyongyang. Les projections pour 2026 anticipent une sophistication accrue des attaques via l'intelligence artificielle, une expansion du ransomware indirect transitant par les partenaires de confiance et une professionnalisation continue du cybercrime financier. La conformité réglementaire DORA, bien que nécessaire, ne constitue pas une protection suffisante face à des adversaires déterminés exploitant les maillons faibles de l'écosystème numérique. Alors le secteur financier il a toujours été sous pression, mais le Forum économique mondial classe désormais les cyberattaques parmi les risques majeurs pesant sur une stabilité financière mondiale. Cette évaluation ne relève pas de la prospective anxiogène mais du constat empirique. Les institutions financières gèrent simultanément des flux monétaires critiques et des volumes massifs de données sensibles, configuration qui en fait des cibles privilégiées pour des acteurs aux motivations diverses. L'année 2025 a confirmé cette tendance avec une intensité remarquable. Les données de Kaspersky indiquent que 12,8% des entreprises financières en B2B ont subi une attaque par rançongiciel sur 12 mois. Plus significatif encore, les systèmes de détection ont bloqué 1,33 million d'attaques par chevaux de Troie bancaires au cours de la même période. Ces chiffres illustrent une activité criminelle soutenue mais masque une évolution stratégique plus préoccupante, le déplacement du vecteur d'attaque vers les fournisseurs tiers. Il y a un effet domino des attaques de supply chain. La stratégie d'infiltration par les fournisseurs repose sur une logique implacable. Plutôt que d'affronter directement les défenses multicouches d'une grande banque ou d'une grande assurance, les attaquants vont cibler ses prestataires technologiques, ses partenaires logiciels ou ses infogérants. Cette approche oblique va exploiter une réalité structurelle, l'hypertendance du secteur financier moderne à un écosystème numérique complexe. Les statistiques révèlent l'ampleur systémique du phénomène. Une étude de Security Scorecard portant sur 2024 montre que 97% des grandes banques américaines ont déclaré au moins une brèche impliquant un fournisseur et en Europe, ce taux atteindrait 100% pour les principaux groupes financiers. Ces proportions, aussi contre-intuitives qu'elles paraissent, s'expliquent par un facteur de concentration. Seuls 6% des fournisseurs évalués étaient effectivement compromis, mais ces entités stratégiques desservent de multiples institutions simultanément. L'attaque de Citus AMC en novembre 2025 illustre concrètement ce risque en cascade. Ce prestataire de services immobiliers aux banques, relativement discret auprès du grand public, a subi une intrusion le 12 novembre. Les assaillants ont exfiltré des données confidentielles appartenant à plusieurs établissements bancaires clients. Et ce qui est incroyable, c'est les enregistrements comptables, les accords légaux, les informations de clients finaux. Et le FBI impliqué dans l'enquête a confirmé l'absence de perturbations opérationnelles directes des services bancaires. L'incident n'était pas de nature destructrice. Il n'y avait pas de ransomware qui chiffrait les systèmes. Mais ça relevait de l'exfiltration massive de données sensibles. Cette compromission, aux États-Unis, soulève une question fondamentale pour les experts en cybersécurité. Des prestataires vitaux mais peu visibles bénéficient d'une surveillance nettement inférieure à celle des institutions d'infrastructures critiques qu'ils desservent. Cette asymétrie crée des failles exploitables pour des compromissions numériques à grande échelle.
Le phénomène s'étend aux quatrième parties, c'est-à-dire aux fournisseurs des fournisseurs, et l'étude précitée révèle que pratiquement tous les établissements bancaires interrogés avaient également subi des incidents liés à ces acteurs indirects. Bien que seulement 2% des prestataires soient à l'origine de ces cascades, cette concentration du risque sur quelques nœuds critiques du réseau numérique financier fait craindre le scénario d'une attaque coordonnée provoquant des perturbations généralisées. Alors le ransomware indirect, c'est une nouvelle tactique qui est privilégiée par les attaquants. L'adaptation des groupes de ransomware face au renforcement des défenses bancaires mérite une attention particulière. Les assureurs cyber constatent en 2025 une forte hausse des sinistres où les rançongiciels pénètrent chez la victime via un partenaire compromis. Cette technique, baptisée ransomware indirect, procure deux avantages tactiques majeurs aux attaquants. Premièrement, elle contourne les défenses périmétriques renforcées des banques. Plutôt que d'envoyer un mail piégé susceptible d'être filtré, les criminels compromettent un prestataire disposant d'accès légitime au réseau financier, cabinet de gestion des ressources humaines, éditeur de logiciels métiers, avec des droits de support à distance, ou des fournisseurs d'infrastructures. Une fois ce tiers infecté, les attaquants utilisent la connexion de confiance pour s'infiltrer sans déclencher d'alerte. Deuxièmement, cette méthode permet un temps de latence prolongé. Les hackers peuvent désormais rester dormants dans le système pendant des semaines, analysant l'environnement et préparant leur charge malveillante. Lorsque le ransomware s'active finalement, la victime découvre non seulement le chiffrement de ses données, mais aussi l'ampleur de l'infiltration préalable. Cette approche ajoute une dimension psychologique à l'extorsion. Le message implicite transmis à la victime est que sa vulnérabilité ne se limite pas à un incident ponctuel, mais révèle une faille systémique dans son écosystème de partenaires. Cette pression supplémentaire peut influencer la décision de payer la rançon, malgré les recommandations contraires des autorités. Mais on a DORA. Et DORA, face à la réalité opérationnelle, malgré que l'Union européenne a mis en œuvre en 2025 le règlement DORA, Digital Operational Resilience Act, précisément pour adresser ces risques systémiques liés aux fournisseurs tiers. Ce cadre réglementaire impose aux banques et assurances d'identifier leurs prestataires critiques, d'évaluer régulièrement leur sécurité et d'établir des plans de continuité en cas de défaillance de ces fournisseurs. Le régulateur peut désigner certains fournisseurs d'importance critique, notamment les principaux acteurs cloud desservant de nombreuses institutions financières, et les soumettre à des audits et tests de résilience pilotés au niveau européen. L'ambition affichée vise à réduire l'exposition collective à un incident en chaîne. Cependant, la conformité réglementaire ne constitue pas une immunité opérationnelle. L'accumulation d'obligations légales ne protège pas mécaniquement contre les incidents. Les compromissions de SolarWinds ou MoveIT ont touché de nombreuses organisations certifiées selon divers standards de sécurité. DORA incite à l'action et structure la gouvernance des risques, mais le défi opérationnel reste entier pour les RSSI car ils doivent maîtriser concrètement leurs dépendances, visibilité sur des environnements parfois opaques, investissement soutenu, collaboration étroite avec des fournisseurs aux maturités variables. Et c'est maintenant qu'on rentre dans la dimension géopolitique de la menace, et parallèlement aux cybercriminels motivés par le profit, le pognon concrètement, le secteur financier doit composer avec des acteurs géopolitiques aux acteurs différents. C'est l'influence politique, la collecte du renseignement, la déstabilisation symbolique. La France, de par son engagement international et notamment son soutien à l'Ukraine, s'est retrouvée directement visée à plusieurs reprises. Les groupes activistes pro-russes comme Nonem 057, Killnet ou Anonymous Russia mènent depuis 2022 des campagnes de déni de services distribués, ce qu'on appelle des DDoS, contre les pays qu'ils perçoivent comme hostiles au régime de Moscou. Ces collectifs, organisés via Telegram et souvent encouragés tacitement par le Kremlin, cherchent moins le gain financier que la visibilité médiatique et la perturbation symbolique. L'attaque contre la Poste, en décembre 2025, illustre cette logique. À partir du 19 décembre, jusqu'avant les fêtes de fin d'année, Nonem 057 a lancé un DDoS massif saturant les infrastructures de la Poste et de la Banque Postale d'après The Record. Les services de suivi de colis, l'accès aux comptes bancaires en ligne et diverses applications métiers ont subi des ralentissements sévères ou des interruptions pendant plusieurs jours affectant potentiellement des millions d'usagers. Alors bien entendu, la Poste a communiqué, elle a mobilisé ses équipes et partenaires pour filtrer le trafic malveillant, nous sommes sur un DDoS, restaurant la plupart des services au 22 décembre. Le parquet de Paris a ouvert une enquête rapidement reprise par la DGSI compte tenu de la dimension potentiellement politique.
Et Nonem 057 a explicitement inscrit son action dans le cadre du soutien français à l'Ukraine. L'impact opérationnel direct restait limité, il n'y a pas eu de vol de données, il n'y a pas de dégâts permanents, mais la portée était symbolique. Et c'était le but recherché. C'était de démontrer qu'aucune infrastructure, même très utilisée par le public, n'échappait à leur capacité de nuisance. Et c'est là que je vais mettre un petit bémol. La Poste a bien entendu confirmé cette attaque par un DDoS, qui a perturbé plusieurs de ses services en ligne à partir du 22 décembre, mais à ce stade, aujourd'hui, on peut le dire au 11 janvier, l'attribution reste non confirmée. Une source rapporte que le groupe Nonem 057 aurait revendiqué l'opération via un message publié sur Telegram. Ça, c'est The Record qui le dit. Mais c'est juste un mail dans un Telegram. Sur Telegram, je peux dire j'ai attaqué la Banque de France. Voilà, il y a un DDoS qui se passe au même moment, il y a etc. Mais c'est pas dit que Nonem 057 soit vraiment réellement derrière l'attaque de la Poste. En l'absence de confirmation officielle, et c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de prudence sur l'attribution, c'est quelque chose, avant d'aller voir vos membres de COMEX et de leur dire c'est Nonem 057, réfléchissez-y à deux fois, vous n'êtes pas inspecteur de police, vous n'avez pas les preuves. Moi, personnellement, je n'irai pas. C'est ce que j'ai dit tout de suite auprès de ma hiérarchie. Il y a un DDoS, il y a une attaque. On a quelqu'un qui a écrit sur Telegram que c'était lui, mais il n'y a aucune preuve. On n'a pas de preuve. Et donc, sans preuve, il faut rester factuel. C'est le but de la réponse en incident. Et en cette absence de confirmation officielle ou d'indicateurs techniques publics, des IOC, etc., ce genre de choses, cette revendication ne doit pas être prise pour acquise ou pour argent comptant. Je ferme la parenthèse. Les données ENISA pour 2024-2025 confirment que ces groupes activistes ont concentré 69% de leur attaque contre le sous-secteur bancaire européen, ciblant notamment l'Italie, l'Espagne et la France. Ces campagnes se synchronisent souvent avec des événements géopolitiques. Sommet de l'OTAN, vote parlementaire sur l'aide de l'Ukraine, décision de sanctions économiques, visite du président ukrainien en France. L'objectif reste principalement la perturbation médiatique plutôt que le dommage financier durable. Mais ces assauts répétés obligent les banques à renforcer leur capacité de résilience et leur plan de continuité. Alors, dans les APT étatiques, qu'est-ce qu'on constate? Espionnage et vol de fonds. Au-delà de l'activisme bruyant des groupes APT, ce qu'on appelle les Advanced Persistent Threat, liés à des États menant des opérations plus discrètes contre le secteur financier, leur motivation varie selon les acteurs. La Corée du Nord représente probablement la menace étatique la plus tangible pour les banques européennes. Le régime de Pyongyang, sous sanctions internationales strictes, finance son programme nucléaire et balistique via des activités criminelles dont le piratage bancaire est devenu un pilier central. Le groupe Lazarus et ses affiliés comme APT38 ont à leur actif le vol de 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh en 2016 via des manipulations du réseau SWIFT, des attaques similaires au Vietnam et en Équateur et depuis 2018, avec une série de compromissions de plateformes d'échange de crypto-monnaies, totalisent plus de 1 milliard de dollars. C'est rentable, hein? On fait un coup d'essai à 81 millions, le coup d'après on est au milliard. Et l'ENISA confirme que Lazarus reste probablement la menace APT pour les institutions financières de l'Union européenne principale. Ce groupe opère avec une patience remarquable, dormant parfois pendant des mois dans un système avant de passer à l'action. Les grandes banques françaises, par leur présence internationale et leur connectivité au circuit de paiement en dollars US et au système interbancaire asiatique, constituent des cibles potentielles. Toute connexion indirecte à des banques moins sécurisées peut servir de tremplin, et Lazarus ayant démontré sa capacité à rebondir d'une institution financière à une autre via les réseaux interbancaires. Ils ont notamment mis en place les fausses annonces sur LinkedIn pour vous proposer des postes payés entre 20 et 30% en plus de ce que vous gagnez actuellement. Et ça marche vraiment du feu de Dieu. Sur la crypto-monnaie, ils ont vraiment très bien réussi. Mais revenons un peu aux APT. La Russie et la Chine poursuivent principalement des objectifs d'espionnage. Le groupe russe ASPT28, Fancy Beer, a ciblé des ministères et entreprises françaises en 2023 et 2024 selon les autorités françaises. Concernant le secteur financier spécifiquement, l'intérêt pourrait porter sur l'efficacité des sanctions occidentales ou la préparation de représailles économiques potentielles. Le groupe Sandworm, également russe, a démontré des capacités de sabotage significatives en Ukraine avec le malware NotPetya. Une attaque de cette nature contre des infrastructures financières critiques comme le réseau SWIFT ou les systèmes boursiers aurait des conséquences majeures, bien qu'aucun accident de ce type n'ait été confirmé à ce jour en Europe occidentale. Les groupes chinois, selon l'ENISA, ont été impliqués dans 2 incidents visant la finance européenne sur la période récente. Les détails publics restent limités, mais l'hypothèse privilégiée concerne la collecte de renseignements économiques,
l'anticipation de mouvements du marché ou l'accès à des données sur des clients stratégiques. La Chine a également démontré un intérêt pour les plateformes de crypto-monnaies, mais plusieurs compromissions d'exchange asiatiques leur étant déjà attribuées. Alors les tendances projetées pour 2026, ça j'aime bien, c'est la partie que je préfère, c'est la partie Madame Irma. Alors c'est ce qui ressort, c'est ce qui est vu actuellement à travers les différentes sources OSINT. Il faut bien voir que cette revue de la menace dans le secteur financier est faite à partir de sources publiques. Il n'y a rien de secret, il n'y a pas de divulgation. Et les signaux actuels permettent d'identifier plusieurs évolutions probables pour l'année à venir. Le risque du supply chain persistera et probablement s'intensifiera. C'est clair, c'est le talon d'Achille. Les attaquants forts de leur succès en 2024 et 2025 systématiseront cette approche. Les scénarios de menace incluent la compromission d'un fournisseur cloud majeur ou d'un logiciel bancaire largement déployé avec des effets en cascade sur de nombreux établissements simultanément. Salesforce est un très bon exemple. La protection des troisième et quatrième parties restera un enjeu critique. Il y a aussi la sophistication des attaques augmentera via l'IA. L'année 2025 a vu l'émergence de malware exploitant l'IA et cette tendance s'amplifiera. Alors, je sais que c'est un buzzword pour beaucoup d'entre vous, mais aujourd'hui, l'IA a permis aux attaquants de monter en puissance et de travailler avec des capacités qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Ils sont en capacité à prendre des leaks, des fuites de données de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'enregistrements, et ils vont pouvoir les analyser, les dispatcher et surtout les utiliser par rapport à différents scénarios d'attaque et ne pas se faire entre guillemets détecter parce qu'ils vont utiliser le framework MitraAttack et ils vont dire bah voilà les TTP, ce qui fait qu'un système peut nous détecter dans un SOC par exemple. C'est vraiment le game changer. Je suis pas trop dans les prédictions, je déteste ça, c'est pas assez factuel dans mon monde à moi. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est vraiment l'utilisation de l'IA, mais comme un allié pour les attaquants, comme pour les défenseurs. Mais les attaquants, eux, ils sont dans un mode, avant, il leur fallait des semaines, voire des mois pour, entre guillemets, agréger des milliards de données, etc. On le faisait via des requêtes sur des bases de données, etc. Là, c'est terminé avec l'IA, c'est fait en quelques heures, voire quelques minutes, ils ont le truc. Et l'apparition de maliciels, de ransomware génératif, adaptatif est anticipée. Ce sont des logiciels malveillants qui sont capables de modifier leur comportement en temps réel selon l'environnement détecté. On l'a commencé à le voir avec les IP, tout ce qui était la géolocalisation. Maintenant, ils essaient d'analyser s'ils sont dans une sandbox d'un navigateur ou s'ils sont sur une appliance qui sert de sandbox avant de rentrer dans le réseau de l'entreprise. Et ce même malware pourrait analyser s'il se trouve dans le réseau d'une banque, d'un assureur ou d'un fournisseur et adapter sa charge malveillante en conséquence. Les campagnes de phishing intégreront des deepfakes hyper réalistes, alors ça on le voit déjà, les voix truquées de dirigeants, les vidéos manipulées, rendant l'ingénierie sociale plus crédible que jamais. La criminalité financière va continuer sa professionnalisation. La division du travail entre groupes criminels s'accentuera, des initial access brokers, les gens qui vous vendent les accès sur les VPN, se spécialisant dans l'infiltration de fournisseurs de services financiers, revendant ensuite ces accès sur le dark web à des opérateurs de ransomware ou à des États hostiles. Alors cette marketplace criminelle va abaisser la barrière technique à l'entrée, permettant à des acteurs disposant de moyens financiers mais sans compétences poussées d'acquérir l'accès à des cibles de haute valeur. Les technologies financières émergentes élargiront aussi la surface d'attaque. L'adoption croissante des paiements NFC sans contact, des super apps financières et de l'open banking via l'API créera de nouveaux vecteurs. Ces attaques contre les transactions sans contact augmenteront. Exfiltration via des terminaux pirates à proximité, malware mobile interceptant les communications NFC. Les API ouvertes entre banques et fintech feront l'objet de tests intensifs à la recherche de failles d'injection et d'authentification faibles. Et l'hybridation finance-crypto entraînera des attaques combinées exploitant les vulnérabilités des smart contracts et des portefeuilles institutionnels. La frontière entre l'activisme et le cybercrime pourrait se brouiller. Des groupes se présentant comme activistes pourraient intégrer des actions lucratives pour financer leurs opérations, c'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, tandis que des criminels pourront adopter des discours idéologiques pour compliquer l'attribution. Cette convergence compliquera la gestion de crise, les victimes ne sachant pas toujours distinguer entre une extorsion pure et un sabotage à motivation politique. Alors on a des axes de défense prioritaires. Face à cette menace polymorphe et persistante, plusieurs lignes d'action s'imposent. La gestion rigoureuse des risques tiers constitue une priorité immédiate. Cela implique la cartographie exhaustive des fournisseurs critiques, des audits réguliers de leur posture de sécurité, l'intégration de clauses contractuelles strictes et le suivi continu des vulnérabilités chez les prestataires.
Les mécanismes de cloisonnement doivent évoluer pour qu'une compromission chez un fournisseur n'entraîne plus automatiquement l'exposition de données sensibles, un chiffrement de bout en bout, une architecture zéro trust, une segmentation du réseau stricte. La surveillance proactive via le threat hunting doit se systématiser, aucun système n'étant infaillible. La capacité à détecter précocement un comportement anormal puis à circonscrire rapidement l'incident devient déterminante. Cela nécessitera des des équipes SOC formées aux tactiques émergentes, des outils EDR, XDR déployés largement et une communication interne fluide permettant d'impliquer le top management dès les premières heures d'une alerte. Les plans de réponse aux incidents doivent intégrer des scénarios de crise incluant l'indisponibilité prolongée d'un partenaire ou une attaque simultanée sur plusieurs entités du secteur. Les exercices réguliers, idéalement multiparties prenantes, permettent de tester ces procédures et d'identifier des lacunes avant qu'une crise réelle ne les relève. En France, il y a la NSSI qui fait chaque année Rempart. Ça marche super bien, c'est un très bon exercice, c'est le bon niveau. Et la sensibilisation continue des équipes internes et des partenaires aux nouvelles techniques d'attaque reste essentielle. Il faut communiquer sur les scénarios d'attaque. Il y en a beaucoup, ils appellent ça de l'awareness ou de la sensibilisation, mais les trois quarts du temps, quand j'écoute les sensibilisations qu'on fait, c'est les sensibilisations d'il y a 10 ans, quoi. On n'est pas sur le côté des nouvelles technologies, de l'augmentation. Si on prend le cas des vulnérabilités, moi j'ai encore des personnes qui me disent « Ouais, c'est dans 24 heures ou 48 heures que la vulnérabilité va être exploitée. » Je suis désolé, non, c'est 10 minutes, les gars. Une vulnérabilité, quand elle sort avec un POC et que c'est sur des passerelles VPN, c'est 10 minutes. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 15 jours. J'ai même vu des boîtes qui vous disent « Non, c'est au bout de 15 jours que ça sort. » Ça vous donne le niveau de maturité de ces entreprises et il faut les fuir. Moi, personnellement, quand je les entends, je les bannis, quoi. Mais revenons à cette sensibilisation continue des équipes internes et des partenaires aux nouvelles techniques. Les deepfakes vocaux, le phishing ciblé via des messageries instantanées, la fraude au président va augmenter par l'IA. Ce sont des vecteurs qui nécessitent une vigilance humaine responsable, informée, et que seule une formation adaptée peut fournir. Je vous assure que tant qu'on ne voit pas une personne de vos membres de COMEX vous demander d'être manipulé, modifié, etc., il y a des scénarios, on n'est plus dans de la science-fiction, on n'est plus à la télé, c'est plus un film. C'est la réalité. Vous allez faire un Teams et la personne qui est en face de vous, c'est un attaquant. Et vous allez croire que vous parlez à votre responsable, à votre décideur, à un membre du COMEX, et il va être connecté avec la bonne adresse email, il y aura tout, quoi. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup de difficultés à vous rendre compte que c'est un deepfake. Et de plus en plus, ça va devenir quelque chose de très, très compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir avoir confiance quand vous travaillez sur plusieurs pays, sur plusieurs sites à distance? La personne que vous avez sur Teams, sur tout outil entre guillemets, de visioconférence, est-ce que c'est lui? Vous êtes sur Zoom, est-ce que c'est lui? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, l'investissement dans l'intelligence sur les menaces, c'est ce qu'on appelle la CTI, le Cyber Threat Intelligence, c'est le renseignement sur la menace, concrètement. Ça permet d'anticiper les attaques plutôt que de subir. Le suivi des modes opératoires émergents, l'abonnement à des flux d'indicateurs techniques, ce qu'on appelle les IOC, la participation aux communautés sectorielles d'échange, il y a le FS-ISAC dans le secteur financier, le CERT-FR aussi, fournissent des connaissances contextuelles nécessaires à une défense proactive, et puis il y a d'autres associations comme l'Intercert France pour la partie francophone, et vous avez le FIRST, la fondation FIRST, vous avez le TFC-CERT, puis il y en a d'autres encore qui travaillent là-dessus. Il ne faut pas rester isolé. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de connaître de la menace, la personne qui vous dit « moi j'ai les compétences », vous avez beau avoir des budgets, avoir des dizaines de millions d'euros de budget sur la CTI, seul, vous n'arriverez à rien. Alors ça, c'est l'expérience qui ressort. Si j'ai bien compris une chose, si vous avez besoin de comprendre une menace, si vous avez besoin de comprendre des nouveaux modes opératoires, il faut parler. Donc il faut partager. Évidemment, on ne partage pas les secrets industriels, on ne partage pas les données, mais vous devez absolument parler à vos confrères. Ça doit être des concurrents, mais il faut bien voir que dans le secteur financier, nous, ça fait des années qu'on se parle pour savoir comment ça fonctionne. Ça fait partie du jeu, quoi. Et dans tous les secteurs d'activité, de plus en plus, ça commence à se faire. C'est ce qu'on appelle les environnements sectoriels. Et c'est vraiment nécessaire d'avoir cette réponse collective. Parce que la menace cyber dans le secteur financier dépasse désormais le cadre de la sécurité informatique d'entreprise. Ça devient un enjeu de stabilité systémique. Le risque qu'une attaque de supply chain majeure déclenche une cascade de perturbations à travers le système bancaire européen, c'est plus hypothétique, mais c'est probable.
Cette réalité impose une réponse coordonnée au niveau sectoriel et national. Alors il y a des dispositifs de partage d'informations via les CERT, il y a des centres sectoriels comme le FS-ISAC ou les agences nationales comme la NSSI qui doivent être pleinement exploitées. La notification rapide des incidents aux autorités et aux pairs du secteur, même sous forme anonymisée, peut empêcher la propagation d'une attaque à d'autres institutions. Les exercices interbancaires ou les groupes de travail pilotés par l'ACPR, la NSSI ou l'ENISA au niveau européen renforcent cette posture collective. Toutes ces initiatives permettent de tester la résilience face à des scénarios extrêmes. Attaques coordonnées multibanques, panne d'un fournisseur cloud majeur, compromission simultanée de plusieurs prestataires critiques. La collaboration publique-privée s'avère également cruciale face aux menaces géopolitiques. Le démantèlement de botnets de DDoS, l'attribution formelle d'attaques à des groupes étatiques, l'application de sanctions contre les commanditaires, toutes ces actions nécessitent une coordination entre les entreprises victimes, les forces de l'ordre et les services de renseignement. Le secteur financier a historiquement démontré sa capacité de résilience face aux crises. La crise cyber en constitue une nouvelle forme, insidieuse, car invisible jusqu'au moment de la compromission, mais surmontable par l'anticipation, la préparation et la coopération. La confiance numérique indispensable au fonctionnement du système bancaire repose désormais sur la capacité collective à transformer l'écosystème numérique financier en un environnement hostile pour les attaquants, où chaque tentative malveillante affronte de multiples couches de détection de réponse. C'est ce que j'appelle la loi de l'emmerdement maximum. Parce que plus l'effort va être important pour les attaquants, et lui, plus il va perdre de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'un attaquant, c'est quelqu'un qui met de l'argent sur la table pour vous prendre plus d'argent, quand c'est que du cybercrime. Et quand il va voir qu'il doit passer un premier firewall, un deuxième firewall, des systèmes de sandboxing, etc., arrivé au 10e rempart, le mec, il en a marre, il lâche l'affaire. Ça sera tellement plus simple d'aller, entre guillemets, poncer la PME d'à côté qui a juste le firewall intégré dans sa box. Bon, lui, c'est du bonheur. Et le gars, il n'a jamais fait un update de ses serveurs Windows. Voilà. L'année 2026 va tester cette résilience. Les institutions qui auront investi dans la maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement numérique, développé leur capacité de détection précoce et participé activement aux mécanismes de coopération sectorielle seront mieux positionnées pour naviguer dans ce paysage de menaces complexes. Celles qui considèrent encore la cybersécurité comme une contrainte de conformité plutôt qu'un impératif de résilience opérationnelle risquent de découvrir douloureusement l'écart entre conformité réglementaire et protection effective. Bon, ça n'existe plus, les banques qui disent que le risque cyber n'est... C'est là où on voit que l'article... Je me suis appuyé que sur des sources publiques que vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode. Toutes les banques ont bien compris que le risque cyber est un risque systémique. Je pense que c'est la conclusion de l'épisode. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'était un état de la menace. Je pense qu'on a l'avantage d'être dans un secteur où on est... depuis le début, on sait ce que c'est que de gérer le risque. Ça fait quand même partie du métier de la finance, de l'assurance, etc. Et au niveau cyber, c'est comme tout le monde. Maintenant, il n'y a plus personne ne dira non, on ne se fera jamais attaquer. Non, c'est pas vrai. On va se faire attaquer, on va se faire compromettre. Toutes les banques du monde auront droit une fois à ce type d'attaque, mais elles sont préparées. Il y a très peu d'établissements financiers, entre guillemets, qui disent « moi, j'ai rien préparé, tout le monde a des plans d'action, etc. » Donc, c'était sympa. C'est un épisode qui est différent, c'est pas de l'actualité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires, car c'est une première. Je pensais pas que je ferais un épisode mono-sujet, je suis plus sur l'actualité. On constate une fois de plus qu'il y a très peu de rapports publics qui sortent. Aujourd'hui, quand on voit qu'on peut faire ce que disent les rapports, c'est là où on voit les petites erreurs des différents articles, que ce soit chez Security Scorecard, Kaspersky et autres. The Record, pareil, c'est du copier-coller, moi j'appelle ça. Et le truc qui se produit, c'est qu'ils disent vous pouvez faire des déclarations anonymes, c'est pas vrai. Quand vous avez un incident dans un secteur financier, il n'y a pas de déclaration anonyme. Vous avez une déclaration où il y a votre nom, il y a votre établissement, il y a le périmètre sur lequel vous êtes touché, il y a auprès des régulateurs, que ce soit aussi bien même sur du DORA ou autre, vous devez dire qui vous êtes. Ça n'existe pas le côté j'ai eu un incident mais je vous dis pas qui je suis et il va se passer ça. Non, ça existe. Ça, c'est du bullshitos. Et ben voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez vraiment pas à faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09. Ou pour les plus timides, envoyez-moi un email sur radiocessort@gmail.com. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez qu'on creuse ce type de reportage? Parce que ça, je l'ai fait sur toute la journée du samedi. On se retrouve tout à l'heure pour un nouvel épisode. Il est 23h58. Ouais, il va vraiment falloir que je fasse enregistrer plus tôt. D'ici là, on réfléchit pas, on patch.
Je vous embrasse très fort et à tout à l'heure.